imagine que tu es en consultation Ouais. avec une nouvelle patiente qui est hyper stressée. Est-ce que ça t'arrive des fois de commencer par une petite amorce méditative ou ouais. Ça peut, ouais. Si, ça, tout à fait, quand je sens que... Alors, tu veux on le fasse là ouais. ou On peut le faire là, ouais. Bah, en fait, ça va être soit, je vais le proposer, soit si je sens que la personne, elle est vraiment complètement dans le mental et que je sens qu'elle est un peu crispée et quand je lui pose des questions, enfin, dans l'analyse, là, je le propose un moment de méditation, mais très court. Déjà en leur disant tout simplement de s'installer bien, parce qu'il y en a, ils arrivent, ils sont déjà tout crispés, donc je leur dis déjà prenez le temps de vous installer bien, enfin soyez, mettez-vous comme vous vous sentez bien. Prenez le temps, éventuellement fermez les yeux. Posez-vous déjà, on n'est pas obligé de commencer à parler, donc concentrez-vous sur votre respiration. Laissez-vous aller un petit peu là, quelques instants. Et puis là déjà ça pose un truc quoi. Rien que pour moi, pour eux. il y a un espèce de petit sas entre la salle d'attente où des fois ils sont un peu crispés, où ils sont déjà en train de se dire ce qu'ils vont devoir dire, ou ce qu'ils veulent dire, ou ce qu'ils pensent que je veux que je leur dise. Enfin. Ça aussi pour intérêt de dire non, il n'y a rien à amener. Déjà, comment vous installez-vous là, dans le présent, mettez-vous bien, écoutez, puis ça viendra. On va voir ce qui vient quoi, au fur et à mesure. Donc en fait, tu crées de l'espace. Ouais, pour que une sorte d'espace, ouais. Et le thérapeute et le patient aient posé son mental. C'est ça. Et laisser émerger éventuellement des choses plus émotionnelles ou des sensations. Justement, quand ils sont trop dans le mental, à me faire une liste de tout ce qu'ils ont fait dans la semaine, ou être déjà dans l'analyse, machin, bah du coup, je vais plutôt les ramener à leurs sensations du moment. Et à partir de ça, il y a des choses qui émergent. Donc là, on peut recommencer éventuellement à parler, à verbaliser. Mais à chaque fois avec ce retour, quand même au présent et au corps. D'accord. Merci Ada de m'accueillir ici, d'accueillir le tour du monde de la santé intégrative dans ton cabinet. Merci à toi. Donc tu es psychiatre, psychothérapeute. Oui. Et ton originalité, c'est que tu utilises des outils, je dirais, de santé intégrative pour moi, mais après on les appelle comme on veut, de la mindfulness et de l'art-thérapie. Ouais. J'aime bien parler de médiation artistique, puisque c'est... déjà, l'art-thérapie, c'est un terme qui est un peu discuté, mais c'est surtout que j'utilise des médiations artistiques, même pas que artistique, médiation, on va dire médiation thérapeutique, au sens large. Parce qu'il n'y a pas forcément l'aspect artistique derrière, mais il y a l'aspect où on va rentrer dans l'expérience par l'intermédiaire d'une médiation. La mindfulness, ça va être plus l'expérience d'ancrage corporel, dans le présent, dans les sensations, etc. Les médiations artistiques, donc, les médiations que je vais utiliser, ça va être le dessin, le collage. Après, ça peut être aussi travailler à partir d'images, de photos. Ma première question, en fait, par rapport à l'échange qu'on a eu juste avant, c'est comment, en psychiatrie, qui est quand même un milieu assez, je dirais, protocolisé en France en tout cas, on est quand même dans soit la pharmacologie, soit dans la psychanalyse. Comment te sont venues ces idées-là, en fait, de t'ouvrir vers des approches plus centrées sur l'expérience? Alors, je crois que la porte d'entrée, ça a été quand même la mindfulness, puisque la mindfulness c'est intégré à la psychiatrie. Tu peux en toujours 2 mots résumer un petit peu? Donc la mindfulness, on l'appelle méditation, on la traduit méditation de pleine conscience en France.
même si mot à mot, mindfulness, c'est pleine conscience. Moi, j'aime bien parler plutôt de pleine conscience au sens large, parce que méditation, on a tendance à vraiment imaginer la méditation en tant que telle, en tailleur. Assis. Ouais. J'aime bien parler de pleine conscience, parce que c'est plus une manière de voir l'individu, d'envisager le travail thérapeutique qui est différente. Et donc c'est plutôt la pleine conscience, par la pleine conscience que j'ai réussi à trouver une pratique en psychothérapie qui soit plus proche de mes aspirations, qui soit ni effectivement dans le côté très médicamenteux, ni dans le psychanalytique. Et donc oui, l'avantage de la pleine conscience, c'est que ça s'est intégré à notre métier grâce à des études, des essais médicaux, des études scientifiques qui ont prouvé que c'était bénéfique en psychiatrie, notamment dans les dépressions. Donc du coup, dans ma formation, grâce à ça, j'ai été initiée à ça. Enfin initiée, mais vraiment toute petite initiation. Donc qui m'a tout pendant de suite, ton internat en parlé. Psychiatrie à Toulouse. Pendant mon internat en psychiatrie, oui. Il y avait un psychiatre qui était formé à ça, qui nous a fait un cours là-dessus. Après, j'en avais entendu parler par Christophe André, parce que je m'intéressais un petit peu à ce qu'il faisait. Et puis, donc après, même s'il y a eu un cours là-dessus en pratique, j'en avais pas du tout dans ma formation. Enfin, c'était pas... On en avait juste entendu parler d'un point de vue théorique. Et puis après, c'était une fois que j'ai fini mon internat, là c'est sur un plan personnel que j'ai fait la démarche de faire un programme de MBCT. Donc MBCT, c'est Mindfulness Based Cognitive Therapy. Donc thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Une thérapie qui mêle à la fois des notions de thérapie cognitive et comportementale et les bases de la pleine conscience. Voilà, donc j'ai fait ce programme-là qui m'a été très, très inspirant pour mon bien-être personnel et puis pour mon bien-être dans mon travail. Et ça m'a donné ça a mis en lumière beaucoup de choses et ça m'a permis de trouver en tout cas une manière de travailler plus proche de mes valeurs et de mes aspirations dans le métier. Sachant que l'idée, dans mon métier de psychiatre, mon objectif, c'est d'accompagner les gens vers un épanouissement, et par épanouissement j'entends une vie plus accordée à leurs besoins, à leurs ressentis, quelque chose de plus en phase avec eux-mêmes, quoi. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif. Et du coup forcément l'approche plus intégrative, vraiment humaniste, qui prend l'être humain dans sa globalité, c'est ça qui m'intéresse. Tu m'as aussi partagé que, à côté de tes études de médecine, tu as fait de la peinture. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, ensuite, dans ton chemin professionnel ? J'ai envie de revenir à la base, c'est que je pense que je suis médecin, j'aurais pu aussi ne pas faire médecine et faire un métier plus artistique. Peintre ? Peut-être pas peintre comme ça d'entrée, parce que je pense qu'on ne vient pas peintre comme ça, mais j'avoue que j'ai toujours été très attirée aussi plus par les métiers créatifs, artistiques, etc. Pourquoi tu as fait médecine ? J'ai fait médecine parce que c'était facile dans mon imaginaire de faire médecine, dans l'historique familial et personnel. C'est pour ça que c'était facile. C'était la voie tracée et confortable.
Après, dans la médecine, j'ai toujours eu cette envie aussi, besoin d'aider les autres et de les comprendre. C'est aussi pour ça que j'ai tout de suite, en fait, quand j'ai commencé médecine, je savais que j'allais aller en psychologie, en psychiatrie. C'est la psy qui m'intéressait. Donc si j'ai fini médecine, c'était pour être psy. Parce qu'il y a pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'ai fini. C'est vrai. Voilà, donc j'aurais pu effectivement être artiste, mais voilà. Du coup, les études, comme elles, c'était comme c'est très dense et que ça demande un investissement massif, j'ai un peu laissé ça de côté pendant toutes mes études. Et en fait, c'est sur la fin de mon internat où j'ai décidé de me mettre à la peinture. Ça m'a beaucoup apporté sur le plan personnel d'abord, la peinture, parce que je suis tout de suite tombée donc, avec une peintre qui nous amenait elle-même à explorer notre propre cheminement créatif et pas un truc très académique. Donc c'était vraiment ce qui me parlait. Et donc voilà, j'ai passé une première année comme ça à explorer tout ce que je pouvais faire en peinture sans avoir un bagage technique, derrière. Et donc, mais c'est resté assez dissocié de ma pratique médicale. Même si pendant mes études j'avais pensé à l'art-thérapie, mais comme j'étais pas artiste, je pouvais pas devenir art-thérapeute. Mais c'est déjà quelque chose auquel je pensais. Mais c'est revenu en fait tardivement, c'est-à-dire c'était il y a 1 an. Par hasard, on m'avait proposé un poste de travailler dans un centre d'art-thérapie. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y avait l'art-thérapie. Donc là, ça faisait déjà 4 ans que je faisais de la peinture, j'étais vraiment bien dedans. Et du coup, je me suis dit, bon, l'art-thérapie, il faut que j'y retourne, c'est le moment. Donc j'ai repris une formation, commencé une formation d'art-thérapie. Et comme ça s'est fait un peu en parallèle avec mon entrée dans la pleine conscience, j'ai très rapidement fait des liens entre les deux et j'ai trouvé beaucoup de similitudes, et pas seulement de similitudes mais une complémentarité aussi entre les médiations artistiques et la pleine conscience. Et donc ça a alimenté toute une réflexion et du coup une pratique depuis peu que je commence à intégrer dans mes consultations individuelles et prochainement en groupe. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur comment tu accompagnes les gens, quelles sont les modalités? Essentiellement individuelles pour l'instant, mais pourquoi l'idée d'ouvrir des groupes? Alors, individuel, déjà, comment ça se passe? De toute façon, les patients ne viennent pas pour ça à la base, même si sur mon site internet c'est clairement indiqué que je travaille comme ça. J'ai pas trop de patients qui viennent pour faire de l'art-thérapie. Donc c'est plutôt en fait au bout de quelques rencontres que, en fonction de leur cheminement, en fonction de l'avancée de la thérapie, en fonction de ce qu'ils ont déjà fait avant, d'où ils en sont dans leur compréhension, etc., de leur défense, etc., je vais plus ou moins leur proposer des médiations thérapeutiques. Donc ça peut être... donc j'utilise, comme je disais tout à l'heure, le collage notamment. Je peux parler plus spécifiquement de ça. Où là, je propose des consultations vraiment prévues pour le collage qui vont être un peu plus longues, soit d'1 heure, soit d'1 heure et demie. Sachant qu'1 heure et demie, ça permet d'explorer pas mal de choses, parce qu'en plus, il y a plusieurs temps. Donc, dans une consultation avec du collage, donc il y a un premier temps, un tout petit temps d'échange. Ensuite, il y a un petit temps de méditation, où j'invite vraiment la personne à se mettre, à se réinstaller dans son corps, dans le présent, et puis de laisser venir ce qui vient sur le moment, ce qu'elle a en elle à ce moment-là, quoi. Sans chercher à changer quoi que ce soit. Et ensuite, une fois après cette méditation, je les invite à se servir de ça, justement, de ce qu'ils ont en ce moment en eux. Et donc là, il y a un troisième temps où je leur propose toute une série de magazines, de papiers, de journaux,
Et je leur dis de choisir déjà quelques images qui leur parlent, qui leur touchent, qui les touchent, sans réfléchir, sans être déjà dans l'anticipation, mais vraiment juste quelque chose d'assez spontané, assez improvisé. Donc soit ils déchirent ou ils découpent, enfin, je leur dispose du matériel, donc il y a cutter, ciseaux et possibilité de déchirer. Donc il y a ce temps-là. Une fois que donc je les délimite niveau temps, je leur dis à peu près combien il y a de temps et c'est moi qui leur dis à un moment donné qu'on va passer au collage à proprement parler. Donc après il y a le temps vraiment du collage. Donc là en fait tout le long de ce processus, moi j'essaye d'être le plus attentive à eux, à ce qui se passe. Je vais pas forcément parler. Je leur explique que s'ils veulent parler, ils peuvent, mais qu'ils sont pas obligés, ils peuvent aussi dans leur truc. Mais par moment, je vais quand même leur demander comment ça va, comment ils se sentent, comment ça se passe pour eux. Voilà, parce que je suis aussi là pour représenter en quelque sorte l'altérité, le cadre qui fait aussi qu'il y a quelque chose qui peut se passer, qui change par rapport à une session de collage à la maison. C'est ça qui est différent, c'est qu'il y a ce regard-là, il y a le cadre au niveau temporel, il y a le cadre au niveau dispositif, c'est-à-dire que en général au début je propose une feuille blanche et je leur dis qu'il y a un cadre à respecter en plus, au niveau à peu près 1 centimètre de cadre. Donc il y a ça. Après je peux leur proposer d'autres formats pendant la session, si c'est une session d'1 heure et demie. Tu poses les règles du jeu. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut voir ça comme un jeu, effectivement, dans lequel il y a des règles. Et au sein de ces règles, la personne peut totalement se lâcher. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Et en fait, c'est très intéressant parce que on se rend compte que dans leur rapport au collage, ils vont avoir beaucoup de... Enfin, leurs émotions, leur cognition, leur comportement va être le même que celui qu'ils vont avoir dans leur vie quotidienne. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui se rend compte au bout d'un moment qui me dit « Ah mais tiens, en fait, je vois que j'ai du mal à superposer les choses. Et puis là, il y a du vide, j'aime pas trop quand il y a du vide. Alors je vais remplir. » Donc c'est très métaphorisé, mais en même temps, on voit très bien que ça... il y a une correspondance avec la vie de tous les jours. Bah oui. Et puis du coup, quand ils se rendent compte justement qu'ils ont des habitudes, qu'ils aiment pas coller les choses l'une par-dessus l'autre, ou qu'ils aiment pas déchirer, bah du coup, on va aussi leur dire « Ah, vous constatez ça, bah alors du coup, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Est-ce que du coup, vous voulez vous amuser à passer le cap ou pas ?» Et puis, s'ils sont très résistants, moi je vais quand même pas hésiter des fois à leur proposer des contraintes où ils vont être un peu obligés d'aller dans leur zone d'inconfort pour voir que finalement il se passe pas grand-chose et même se laisser surprendre par ce qui va advenir. Et donc ça, c'est quelque chose qui déclenche... au niveau cognitif, ça permet d'assouplir certaines rigidités en fait, de défaire certains conditionnements. Mais après, c'est aussi plus on fait de séances, plus il y a la possibilité qu'il y ait quelque chose qui change. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, le collage devient un média pour que la personne puisse raconter son histoire directement ou indirectement. Tout à fait, ouais. Et qu'il y a la notion de donner du sens et de raconter. Exactement. Donc ça, après... il y a justement d'autres moments, alors en général je le fais à peu près quand je sens qu'ils ont presque fini leur collage. À un moment donné, je leur prends le collage, je le mets un peu à distance et je leur dis alors qu'est-ce que vous voyez ? Déjà, qu'est-ce qu'ils voient dans ce qu'ils ont collé ? Qu'ils décrivent, alors des fois ils vont un peu dépasser juste ce que je vois, mais du coup ils vont aussi dire tiens, pourquoi j'ai pris ça ? Leur manière d'en parler va aussi refléter un peu leur manière
schéma habituel. Soit ceux qui vont tout de suite chercher à expliquer, à justifier ce qu'ils ont fait, d'autres qui vont être vraiment dans la pure description, d'autres qui vont vraiment se laisser aller à une histoire, à se raconter une histoire, à improviser quelque chose. Puis moi je suis là, j'entends, donc je vais réagir par rapport à ça. Donc soit je les invite à continuer, ou je vais leur poser des questions pour aller là où ils vont pas aller forcément au tout début. Donc c'est... Effectivement, ils se racontent... Il y a vraiment l'idée de raconter une histoire un peu. De développer sa propre mise en sens de ce collage qui est très installé dans le présent, puisque le collage, s'ils le regardent une semaine plus tard, ils vont voir d'autres choses, ils vont raconter autre chose. Donc c'est une histoire unique. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment de ne pas être soi-même dans l'interprétation, parce que ça, c'est pas du tout... En fait, je pense que c'est important de le souligner, puisque dans l'art-thérapie, il y a eu beaucoup, à un moment... aux bases de l'art-thérapie, et puis dans le regard psychanalytique qu'il y a eu sur l'art, à l'époque de Freud et compagnie, on était plus dans l'interprétatif. Qu'est-ce que cette toile ou cette œuvre d'art veut dire de la personnalité. Et ça, c'est facile pour un thérapeute ou un médecin de justement sortir de... Ah bah, c'est moi je trouve que c'est indispensable, parce que sinon on va être forcément dans des projections et on met le patient dans nos propres conditionnements, dans nos propres schémas. Donc, mais ça demande quand même un effort de la part du thérapeute ou du médecin de... à la fois ça demande un effort et en même temps non. Enfin, c'est comme c'est la pleine... Pour le coup ça me fait me rapprocher à la pleine conscience, parce que il y a l'idée d'accepter de laisser le patient être comme il est, d'accepter comme il est, et de le laisser de pas prendre sa place, quoi, de lui laisser son autonomie psychique. Et donc c'est aussi un peu confortable, parce que du coup c'est son truc, c'est son histoire, moi j'ai rien à voir avec ça. Je vais m'y intéresser, je vais cultiver en tout cas la bienveillance vis-à-vis de ce qu'il va apporter. Mais c'est important de lui laisser cette place-là. Après, on est là aussi pour cadrer, donc on a plus son rôle de cadre que d'interprète. Ouais. Donc ouais, il n'y a vraiment pas ça, il n'y a pas d'interprétation. Par contre, on peut faire observer. Sans... il y a peut-être toujours des moments où ça reflète ce qu'on pense ou machin, mais on peut... Ah bah tiens, là vous avez mis un rond au centre. On peut juste observer un truc qu'on voit, être dans le descriptif. Dans le factuel. Et à partir de ça, des fois, c'est les patients qui vont faire « Ah ouais, tiens, c'est marrant, j'ai tendance à faire ça. » Mais c'est pas moi qui l'ai dit. C'est intéressant ce que tu dis donc, par rapport à la mindfulness, le fait que tu te positionnes comme observatrice de ce qui se passe quand tu es avec quelqu'un. Et en même temps, il me semble que tu as dit aussi, ça me permet moi de savoir quel est mon rôle en tant qu'accompagnatrice. Et je suis en train de me dire que c'est vraiment par rapport au burn-out chez le soignant qui commence vraiment à prendre des ampleurs, c'est peut-être une approche qui permettrait aux soignants de connaître ses ressources et ses limites. Ah bah oui. Ah mais ça, pour moi, la pleine conscience, pour les soignants, c'est génial, parce qu'en fait, peut-être, alors, j'allais dire plus pour les psys, mais en fait, c'est pareil pour toutes les spécialités, enfin tous les soignants en général, parce qu'on a tendance... On est confronté à la souffrance humaine, qu'on soit en psy ou ailleurs, finalement. Donc, Tout à fait. Et que dans notre culture, on a tendance à être plus dans le... où on veut, il y a un enjeu un peu de l'ego, d'apporter de l'aide au patient, d'apporter quelque chose, de lui donner une prescription, de lui donner de l'énergie. Et en final, ça peut être très épuisant.
parce que ça entretient un des écueils, c'est que ça entretient en plus la situation de dépendance du patient vis-à-vis du soignant. Et le soignant, s'il ne sait pas se ressourcer mais qui fait que de donner, ça se vide. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'essence, quoi. Donc il faut qu'il puisse se ressourcer aussi à un moment donné. Donc c'est là où la pleine conscience m'a aussi aidée sur le plan à la fois personnel et professionnel, c'est que ça m'a aidée à me rendre compte que pour me ressourcer, j'avais besoin aussi d'avoir ma pratique artistique justement pour me ressourcer. Et du coup, en fait, ça m'a enrichie. J'ai beaucoup mieux travaillé, j'étais beaucoup plus à l'aise dans mes baskets de thérapeute une fois que j'ai assumé cette partie-là de moi. Et du coup, en plus, maintenant, j'arrive à m'en servir dans la thérapie. Donc, c'est vraiment t'as fait la connexion génial, quoi. Entre les deux. Ouais. Quand on se relie soi-même, on aide beaucoup plus les gens, finalement. Enfin, on les aide. Ta troisième casquette que tu m'as partagée, c'est journaliste. Ouais. Donc ce serait une troisième partie de toi que tu es en train de relier avec les deux autres. Ouais. En fait, pour moi, le journalisme, si ça m'intéresse, c'est pour le côté échange et transmission. C'est ça qui m'intéresse dans le journalisme. Et écriture. Qui est quand même quelque chose à la fois, il y a un côté créatif, il y a l'échange et la transmission dans le journalisme. Donc c'est pour ça que ça me plaît. Et surtout que je pense que ça peut être relié effectivement avec ce que je suis en train de faire à côté, dans ma pratique professionnelle et artistique. Avec l'idée de transmettre aussi un petit peu tout ça. Transmettre en tout cas, pas tout ça, mais un regard, en fait, se faire l'écho de toutes ces choses qui me nourrissent. Moi, se faire l'écho de tout ça. Pour diffuser comme toi tu fais. J'avais juste envie de rebondir sur la transmission dont tu parles. Le jour où j'ai entendu l'une des significations en latin de docere, d'où est né le mot docteur, il y a la notion de transmission. En fait, pour moi, ce que je fais avec... En fait, ce que je veux faire en journalisme, c'est très proche de ce que je fais avec mes patients, sauf que c'est à plus grande échelle et que c'est moins personnalisé. Mais pour moi, c'est la même chose. Du coup, on voit les deux extrêmes, qui est l'individuel que tu fais et la grande échelle, et au milieu, donc les groupes que tu es en train de mettre en place. Là, qu'est-ce que tu vas apporter En fait, dans les groupes, il y a pour moi, c'est d'autant plus enrichissant qu'une thérapie individuelle. Parce qu'en plus, il y a l'échange entre moi je veux dire les jeunes, parce que ça va être avec des ados, qui est extrêmement bénéfique et qui en plus élargit on va dire ce que je voulais faire au départ. Il y a ce que tu veux faire en tant que thérapeute, ce que tu veux transmettre, mais il y a aussi ce que tous les autres vont amener et qui va t'amener à aborder des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, qui va les amener entre eux à finalement aussi de la co-création. Une sorte de... il y a une forme de co-création dans les groupes, tout à fait. Il y a une place qui est donnée au regard de l'autre. Et le cadre du groupe, puis le fait que ce soit en général assez chaleureux, etc., fait que les gens se sentent à l'aise et puis apprennent aussi à échanger et à se montrer tels qu'ils sont et à voir que le regard de l'autre n'est pas forcément menaçant. Et il y a tout un processus en fait. Il y a une co-création, il y a un processus dans le groupe qui se fait de séance en séance
on apprend à trouver sa place et sur la confiance en soi, c'est assez chouette. Enfin, je pense que ça peut être assez chouette. Je l'ai expérimenté du coup en MBCT pour adultes, mais pas encore en ado. J'ai pas vraiment cette expérience-là, même si je suis persuadée que c'est bien. Et je l'ai pas encore vraiment fait, mais je pense que pour les ados en particulier qui sont très attachés au regard de l'autre, qui sont en pleine construction de leur image, avec l'idée ici que leur image soit pas totalement déconnectée de leur être, je pense que ça peut être bien. Est-ce que tu te sens différente de tes collègues? Je me suis toujours sentie différente de mes collègues. Encore un petit peu. Mais en fait, je commence à me rendre compte que c'est bien. Que c'est plutôt bien, puis que c'est d'ailleurs qu'on est tous différents les uns des autres, mais qu'il y en a peut-être qui ont plus tendance à aller dans des cases. Mais là, je commence à un peu plus l'assumer, alors qu'avant, je m'isolais du coup. Je me sentais différente, mais je m'isolais et je voulais pas trop. J'osais pas trop me confronter aux autres, justement. Donc même là, tout ce que je fais là, je l'ai fait un petit peu dans mon coin, mais je commence à un peu plus l'assumer à l'extérieur. Donc là, je vais faire une communication sur la mindfulness et la créativité à Toulouse, sur un congrès de psychiatrie, mindfulness et santé mentale. Donc où il y aura des psychiatres, des gens de mon métier. Et un retour aux sources, puisque tu as fait ton interview. En plus, c'est à Toulouse, voilà. Donc pour moi, c'est assez fort. Il y a un ancien chef de service qui va participer, tout ça. Donc là, pour moi, ça symbolise vraiment où j'assume un peu plus ma manière de voir les choses. Et tes différentes casquettes. Mes différentes casquettes, ouais, parce que c'est génial, parce que ça relie un peu tout ça. Et enfin, une dernière question. Comment est-ce que tu vois la santé de demain en France? Comment est-ce que j'aimerais la voir? Comment est-ce que les deux, si tu veux. Que ça va déjà, évoluer. comment est-ce que... En fait, pour moi, la santé en France, si on continue... Enfin, non, je vais pas parler d'une manière fataliste, parce que en plus, je ne suis pas comme ça. J'ai plutôt tendance à être optimiste. Donc, je pense que là, on est dans un moment de crise. Déjà, c'est bien de poser les choses, parce qu'il y en a qui sont dans le déni en plus. Donc. Là, je pense qu'on est dans une crise. On se rend compte que l'espérance de vie a certes augmenté, mais que la qualité de vie n'a pas forcément autant augmenté que l'espérance de vie. Qu'on a énormément de maladies chroniques, cancer... maladies cardiovasculaires, etc. Et puis maladies psychologiques aussi, du comportement alimentaire, etc. Que la Sécu n'a plus d'argent. Et que notre médecine est terriblement technicisée, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais que du coup on est revenu à un rapport à l'autre très technique. Qu'est-ce qu'il y a une maladie, il y a des solutions. Et ça a perdu beaucoup de poésie et on a un peu oublié l'humain dans sa globalité. Bref, dans notre médecine. Donc après, je suis optimiste parce que je vois qu'il y a de plus en plus que la société en général s'intéresse de plus en plus, revient à la base et revient à des choses plus intuitives, plus traditionnelles, qui vont être plus ou moins corroborées par les sciences, mais qu'on revient quand même à des choses de bon sens, avec un retour aux approches psychocorporelles notamment, à la prise en compte du corps dans son entier, de l'expérience. Aborder l'expérience en tant que telle et pas juste être juste dans le rapport médecin-patient inégal. Donc il y a des belles initiatives professionnelles. Le fait que la mindfulness puisse être acceptée par la science, c'est quand même bon signe.
que la société s'y intéresse aussi. Et dans différents domaines, puisqu'il y a l'éducation, ça commence Tout à à fait, rentrer. également l'éducation. Dans le milieu carcéral. Tout à fait. Donc il y a plein de petites choses positives. Qu'il faut, à mon avis, entretenir sur un plan personnel. Et si on peut se soutenir entre nous aussi, entre professionnels qui veulent développer ça, je pense qu'il faut qu'on se soutienne ensemble pour que ça aille plus loin et qu'on puisse aussi réussir à convaincre les autorités de la nécessité d'un abord plus préventif du coup de la santé et plus humaniste. Mais je pense qu'on peut y arriver, mais qu'il faut qu'on se soutienne en fait. Je pense qu'il ne faut pas être chacun de notre côté. Même si c'est très bien de faire déjà les choses de son côté. Et c'est bien de diffuser et de faire fructifier cette intelligence collective justement. Je pense qu'on peut y arriver. Et une journée type de AD applicable, ça serait quoi? Dans l'avenir ou maintenant? Non. Alors, une journée type. Depuis peu, j'ai des petits rituels. Je le conseille à mes patients, donc je l'ai mis en place. Une journée type, c'est que je me réveille tranquillement, en général naturellement, sans réveil. Je prends le temps le matin. Pas forcément de méditation en tant que telle, mais là ce matin par exemple, j'ai médité en faisant la vaisselle. J'avais une grosse vaisselle toute pleine. Je me suis dit je vais méditer en faisant la vaisselle. C'était bien parce que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais déjà dans un truc où j'étais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et du coup ça m'a un peu posé. Après je me prépare mon thé. Je mets la radio que j'écoute plus ou moins. Et j'ai un petit rituel d'écriture où j'écris quelques lignes le matin. Je petit déjeune un petit peu. Je prends ma douche. Et puis après, soit j'ai un atelier de modèle vivant dans un atelier des Beaux-Arts de Paris, soit je vais travailler. En tout cas, j'ai toujours une partie de la journée, quasiment tous les jours où je consulte une partie de la journée, plutôt l'après-midi et le soir. Et puis, j'ai un autre rituel en ce moment aussi, c'est que je fais un portrait par jour d'une personne. Donc, ça dépend qui je vois dans la journée, mais je griffonne un portrait et en fait, je trouve ça très intéressant. Dans le rapport à l'autre, il y a quelque chose qui change. Déjà, mon regard change, l'autre est aussi différent. Et c'est aussi apprendre à l'autre tel qu'il est, à le voir tel qu'il est et pas juste comment tu crois que tu le vois. Et puis il y a tout un processus, comme je me suis dit que j'allais le faire pendant un mois. C'est aussi l'apprentissage de l'humilité, parce que comme la personne bouge tout ça, du coup je fais des trucs moches, et j'aime pas faire des trucs moches, mais du coup je suis obligée d'accepter que c'est comme ça. Donc c'est intéressant. Et puis voilà. Je suis assez très active. Mais je me pose pas beaucoup, mais c'est pour ça que j'ai mis des rituels justement dans la journée pour avoir des moments où je me pose. Voilà. Et en fait, tu as incorporé la pleine conscience dans des activités que tu fais? Alors, c'est principalement dans des activités. Après, ce que je fais, moi, ce qui m'aide beaucoup pour la pleine conscience, c'est de le faire en groupe. Donc, il y a ma collègue qui fait des méditations le mercredi soir. Là, où je vais commencer à aller. Parce que sinon, c'est plutôt dans des activités. C'est plutôt de la pleine conscience
moi je fais partie de ces personnes qui ont une forme d'hyperactivité. donc pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé comme La pleine conscience en mouvement. Voilà, en mouvement ou par le dessin, voilà. Mais je pense que la méditation en tant que telle est aussi nécessaire, c'est pour ça que je vais le faire en groupe. D'accord. Je trouve que les deux sont complémentaires. Oui. Donc, il y a beaucoup de médecins, de médecins ou thérapeutes formés à la pleine conscience qui parlent d'une pratique formelle et informelle. Les deux combinés potentialisent. Tout à fait. Il faut trouver sa propre manière en fait. Il n'y a pas de recette. De toute façon, faut pas que ce soit un truc imposé, il n'y a pas de règles. Ouais, je crois vraiment. C'est bien, après c'est bien d'avoir une discipline, de se mettre une discipline, parce que c'est ça aussi la méditation, la pleine conscience, mais c'est pas... Mais c'est une discipline qu'il faut trouver la sienne, je pense. Vraiment. Donc et une discipline qui est souple, qui doit être... Dans la bienveillance. Ouais, c'est ça, ouais. Pas un truc rigide, une discipline souple, quoi. Faut savoir aussi des fois... Pas non plus être trop... Ouais, pas être trop dur avec soi-même non plus. Un livre que tu conseillerais sur ce qu'on vient d'échanger? En fait, il y a un livre que je suis en train de lire qui est en anglais, donc je sais pas si... ça s'appelle Mindfulness and the Art of Drawing. Je crois que c'est le titre. C'est un livre tout récent. Et après, le best-seller de Christophe André, Méditer jour après jour, où il se sert d'œuvres d'art pour parler de méditation. Et celui-là, il est très chouette. Et après, pour les artistes, il y a un livre qui s'appelle Je suis bloquée devant ma toile. Et c'est un coach qui a écrit ça. Et en fait, dans ce qu'il dit, il dit beaucoup de choses. Enfin, il n'appelle pas ça pleine conscience, mais il dit que des trucs de pleine conscience. En fait, la pleine conscience, je pense qu'elle est très bénéfique. Elle est à la fois super bénéfique pour les artistes et que les médiations artistiques sont super bénéfiques pour les méditants. Je pense que ça va. Comme quoi, tout est complémentaire en fait. Tout est pratique. Oui, faut pas compliquer les choses en fait. Ouais. Merci beaucoup Ada. De rien. C'était un chouette moment. Pareil.